bienvenue dans votre édition de ce dimanche 5 juillet. Tout de suite, les titres. Se former au métier de la mer, mais à terre. À Aroué, le centre de formation propose une formule unique entre simulateur et tradition, un outil essentiel pour l'avenir de nos officiers. Face à son succès, l'école cherche désormais à s'agrandir. Nous irons également à Mateia, où le Heivava'a 2026 tire son bilan. Entre logistique lourde pour loger les rameurs des îles sur place et succès des courses sur le plan d'eau, la fédération savoure la réussite de cette édition et regarde déjà vers les mondiaux de Singapour. Et puis, dans ce journal, le portrait de Maheanu Tapare Ahuahine, de la patience et de la rigueur au service de la vanille. Il est l'un des rares producteurs de l'île à avoir fait le choix du label bio. Il nous ouvre les portes de sa plantation. Comment former la relève de nos navigateurs polynésiens? C'est le défi du Centre des métiers de la mer d'Aroué qui mêle aujourd'hui simulateur de pointe et navigation traditionnelle. Une formule unique qui séduit de plus en plus de jeunes attirés par ce secteur porteur. Visite guidée avec Samuel Ravatua-Smith. Manœuvrer un navire comme en mer mais sur le campus d'Aroué. Face à une demande qui sature ses capacités, le Centre des métiers de la mer a clôturé la visite de la ministre de la mer par un constat. L'institution doit s'étendre. Plusieurs objectifs qui sont donnés au Centre des métiers de la mer au niveau formation. C'est d'abord d'étendre les formations de capitaines à illimité. Parce que pour l'instant, on a des conventions avec la métropole, avec l'ENIM, qui nous permet à nos capitaines de faire ces formations en métropole. Mais l'objectif, c'est quand même de pouvoir faire notamment ces remises à niveau ici en Polynésie française. On manque beaucoup d'officiers en Polynésie et de permettre à nos Polynésiens d'être formés jusqu'au statut de capitaine, voire capitaine illimité, puisqu'on ouvre l'année prochaine avec l'École nationale supérieure maritime. On va ouvrir une formation de capitaine illimité, ce qui n'a jamais été fait en Polynésie. Pour ces futurs officiers, pas besoin de longues études universitaires. Le secteur en plein essor promet des emplois stables, bien rémunérés et une immersion immédiate grâce aux nouvelles technologies de simulation. Jeunesse polynésienne, le milieu maritime, c'est un milieu porteur. Ici, on a énormément de nouveaux bateaux qui arrivent. La majorité du commerce mondial, même, il passe par la mer. Donc c'est vraiment un milieu porteur où très rapidement on peut se former et avoir un métier intéressant qui rémunère plutôt bien. Sans avoir besoin de faire des années et des années d'études. Et en plus, le métier, il n'est jamais pareil, il est grisant. Ça nous permet de voyager. C'est un beau métier, c'est le plus beau métier du monde. Une modernité qui n'oublie pas l'essentiel, l'identité. Au certificat de matelot, les élèves apprennent les bases de la navigation traditionnelle pour savoir se repérer quand les moteurs s'éteignent. Aujourd'hui, on a la ministre de la mer française. Donc, le fait qu'elle vienne voir ce qui se passe ici, ça montre aussi vraiment une valeur locale de ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, un diplôme, c'est un diplôme d'État. Donc, tout le monde fait la même chose. Mais forcément, un centre de Polynésien, il faut apprendre des choses polynésiennes aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Avec des embauches à la clé et des salaires attractifs, les métiers de la mer confirment leur statut de filière d'avenir. Le cap est fixé. Reste désormais à pousser les murs du centre pour accueillir la relève. C'est le document qui va guider la santé du Fénois pour les 5 prochaines années. Les représentants à l'Assemblée examineront demain le schéma d'organisation sanitaire 2026-2031, une feuille de route stratégique que nous nous sommes procurée. Parmi les priorités, la lutte contre le cancer avec l'arrivée annoncée d'un cyclotron, un dispositif essentiel pour mieux dépister et soigner la maladie. Les explications avec Bertrand Parent. Lutter contre le cancer, c'est l'un des objectifs du schéma d'organisation sanitaire 2026-2031 qui sera soumis aux représentants de l'Assemblée demain. Le document rappelle que les cancers constituent aujourd'hui la première cause de mortalité en Polynésie française. Plus de 900 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et leur incidence progresse d'environ 5% par an, alors même que les taux de participation aux campagnes de dépistage restent insuffisants. Dans ce contexte, l'arrivée d'un cyclotron en Polynésie est un tournant majeur. Cet accélérateur de particules, qui s'intègre au plan cancer polynésien 2026-2036, contribue au traitement de la maladie en produisant des médicaments radioactifs spécifiques, des radiations qui sont délivrées directement aux cellules cancéreuses et permettent de les détruire tout en minimisant les dommages aux tissus sains. Cet appareil s'inscrit dans une réorganisation complète du service d'oncologie du CHPF, une modernisation qui représente un investissement estimé à 1 milliard de francs,
incluant 215 millions pour le cyclotron. Au-delà de son intérêt médical, cet appareil constitue aussi un véritable outil de souveraineté sanitaire et permettra de limiter le coût des Evassan internationales qui se chiffre aujourd'hui à 2,6 milliards de francs par an. Et vous pouvez retrouver tous les détails du schéma d'organisation sanitaire sur notre site tntvnews.pf. Avis aux randonneurs pour ces vacances. Après plusieurs mois de fermeture préventive, les sentiers de Veipahi à Teveiuta rouvrent enfin leurs portes au public. Le site avait été fortement fragilisé par les dernières intempéries, rendant les chemins impraticables. Ces longs travaux de sécurisation et d'élagage permettent aujourd'hui de retrouver la fraîcheur des parcours en toute sécurité. Accueillir les clubs venus des îles éloignées dans les meilleures conditions, c'est le défi logistique que relève la Fédération tahitienne de Va'a à chaque Heiva. À quelques minutes du site de Tehoro, l'école Meriphe a été transformée en un centre d'hébergement. Immersion dans les coulisses de cette organisation avec Veitiare Nauta et Heiro Atuahu. C'est ici, à l'école Mairiphe, que plusieurs clubs ont posé leurs bagages afin de se préparer dans les meilleures conditions et de se rapprocher du site des épreuves du Heiva. Après 3 jours de compétition, les jeunes rameurs de Pir FA, accompagnés de leurs parents, s'apprêtent déjà à reprendre la route vers leur commune. Alors pour moi, ça s'est bien passé, nous avons bien mangé, les sanitaires étaient propres, on a bien pu se détendre et donner le meilleur de nous-mêmes durant les courses. Ça s'est bien passé, on était bien logés, nourris. Ça facilite quand même avec le trajet à faire. Oui, voilà, c'est ça. Il fallait tout déplacer les pirogues. Le président, Sam, l'objectif, c'est de gagner le Heiva. En tant que rameur, surtout l'éveil d'une course, c'est important d'être confortable, de bien dormir. Et le fait justement d'avoir la clim, ça a pu nous détendre. En mettant à disposition un hébergement à proximité du site de Tehoro pour les clubs venus des communes les plus éloignées, la Fédération tahitienne de Va'a facilite non seulement le séjour des délégations, mais aussi l'organisation des courses. Pour le président de la Fédération, ce Heiva à 2026 est une réussite. Donc très satisfaisant par rapport à la course lagonaire des enfants déjà que nous avons commencé vendredi, samedi les adultes et aujourd'hui la Super Tawoti. Donc nous avons mis en place la continuité puisque dans une semaine il y aura après encore la course, alors ça refait déplacer encore nos jeunes, nos groupes, alors que là ils auront des vacances un peu plus espacées. Donc on a profité de l'occasion de terminer sur le dimanche puisque c'est un jour férié comme le 14 juillet, donc on a profité d'en mettre et c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Prochaine échéance pour la Fédération, les championnats du monde de vitesse de Va'a, prévus au mois d'août à Singapour, à suivre sur les antennes de TNTV. Et à retenir dans l'actualité sportive, chez les seniors, Shell Va'a remporte le mémorial Édouard Mamatuaya Hutapu. L'équipage s'impose devant EDT qui prend la 2e position, tandis que Mataya Hoe se classe à la 3e place de la compétition. Un cadeau unique pour immortaliser une saison inoubliable. Pour féliciter les jeunes footballeurs de l'AS Dragon après leur grand déplacement en Nouvelle-Zélande, leur entraîneur leur a offert une bande dessinée personnalisée en édition limitée avant le départ en vacances. Un souvenir original feuilleté par Sam Teinauri. Toutes les petites anecdotes qu'on a vécues ensemble. Allez, coach. Pardon. C'est dur. C'est dur pour toi, on va Beaucoup d'émotions avant d'offrir un ultime cadeau aux enfants et parents qu'il a accompagnés durant plusieurs saisons à l'AS Dragon. Ces enfants ont participé à un déplacement en Nouvelle-Zélande pour le football et la découverte. Ce soir, Nicolas leur offre une bande dessinée retraçant cette aventure au pays des Kiwis. Je pense que c'est un bon projet pour eux, pour les enfants, tout ça. Par rapport à le voyage en Nouvelle-Zélande. Et c'est bien. Cette soirée marque la fin de la saison de football et la fin des fonctions de coach, un passement au cœur du principal intéressé et d'un parent. Pour moi, c'est dommage que y a toujours une fin. Il y a un début, après il y a une fin. C'est dommage que on aurait tellement voulu continuer l'aventure avec le coach, mais bon. Et je pense que par rapport à tout ce qu'ils ont vécu dans le club de Dragon avec le coach Nicolas, je pense qu'ils ont apprécié, ils ont beaucoup appris. Je peux dire la discipline et tout ce que le coach il a mis dans leur tête, je pense que ça les a servi aussi dans notre foyer personnel. Voilà. Oui.
Nicolas Broséus a les casquettes de coach, directeur technique auprès de l'AS Dragon et professeur en lycée professionnel. La bande dessinée qu'il offre aux enfants a plusieurs objectifs, notamment celui de les inciter à lire. Les enfants lisent de moins en moins, on le voit même maintenant, les adultes aussi lisent de moins en moins. Cette bande dessinée, il y a de la lecture, il y a certes des images, mais il y a beaucoup de lecture avec des petites remarques qui ont été faites entre les enfants, des anecdotes. Et donc cette bande dessinée, c'est pour permettre aux enfants de lire et de faire lire dans les familles à l'intérieur de leur cocon familial. Voilà, et c'est une mémoire en fait de notre voyage par l'intermédiaire d'un livre et de la lecture. Merci coach. Et ça? Chaque page de l'ouvrage raconte une sortie, une rencontre, une découverte que ces enfants pourront se remémorer en lisant. Ils ont tenu à remercier à leur façon leur coach. Partir pour mieux revenir au Fénois, c'est le choix fort de Herenui Kairou. À seulement 23 ans, la jeune Polynésienne vient de franchir une étape majeure de son parcours en décrochant son CAPES d'anglais. Désormais enseignante, elle espère bien pousser la jeunesse à croire en ses rêves. Un portrait inspirant signé Louis Rival Perkins et Veitia Renauta. Une licence d'anglais en poche obtenue à Bordeaux avant un retour au Fénois et un master métier de l'enseignement décroché à l'université de la Polynésie. Herenui Kairou vient d'obtenir à 23 ans son CAPES d'anglais, une voie qui a toujours été une évidence pour elle. Alors j'ai toujours aimé ça, donc comme je l'ai dit à tout le monde, ça a été un peu une conviction née très tôt chez moi. Une passion nourrie par plusieurs voyages pédagogiques à Hawaï, Los Angeles, New York et Washington, mais aussi par son expérience de 3 années passées dans l'Hexagone. Moi j'aime dire, il ne faut pas avoir peur de passer quelques temps ailleurs, parce qu'au final, en fait, c'est pour mieux revenir, pour apporter quelque chose de nouveau, apporter une richesse à notre Fénois et de montrer que même venant d'une petite île, on peut réussir, on peut aller très loin, on peut tout avoir. Un constat partagé par le père de la future enseignante. Effectivement, de côtoyer d'autres personnes, d'autres milieux, d'autres gens d'origine, c'est un enrichissement important. Nos différences nous enrichissent. Une fierté pour Jean-Pierre qui souligne l'importance de donner aux jeunes Polynésiens l'envie de rêver. Elle a su motiver les enfants qu'elle a eu en stage pour chercher une sublimation. Et ça, c'est important. Donner de la fierté à des enfants qui sont un peu perdus quelquefois, qui vivent dans des conditions un peu difficiles, de leur donner de la fierté pour qu'ils puissent réussir. Voilà, c'est un grand bonheur, un grand bonheur. Prochaine étape pour Herenui, l'obtention de l'agrégation d'anglais qui lui permettra d'enseigner dans le secondaire, le supérieur ou dans des organismes de formation. Prenons enfin la direction de Huahine pour une escale parfumée. TNTV vous emmène ce soir à la rencontre de Marianu Tapare, l'un des 50 cultivateurs de vanille de l'île. Depuis près de 20 ans, il vit au rythme de ses plantations pour produire chaque année un or noir d'exception. Rencontre avec un passionné, signé Matai Hurei. Elles sont le fruit de 18 ans d'efforts constants. Ces serres de vanille installées dans le district de Faré sont l'œuvre de Marianu Tapare. 2 variétés y sont cultivées, la Haapapé et la Tahitiensis. Obtenir de telles gousses demande 3 ans de patience, de la plantation à l'éclosion des fleurs puis au mariage de celles-ci. Chaque étape nécessite régularité et précision, un savoir que Marianu tient de ses aïeux. Mon savoir vient de mes parents. Je privilégie une vanille au naturel, à l'image de nos tupuna. Pas d'insecticides ou de pesticides. D'où le choix du label Bio-Pacifica. Et l'autre raison de mon retour à la terre, c'est l'envie d'être mon propre patron. Comme Marianu, ils sont une 50aine à vivre de la culture de la vanille sur l'île de Huahine, mais seuls 5 ont choisi de le faire sous un label bio. Un pari qui réclame encore plus de vigilance. Au fil du temps, le cultivateur constate une floraison de plus en plus tardive.
J'observe depuis quelques années un décalage dans la période de floraison. L'an dernier, c'était vers la fin août, début septembre. Ça montre vraiment le changement climatique. Cultivateur mais aussi préparateur, Maria Nutapare sèche les gousses et concentre les saveurs. Chaque année, la famille parvient à produire 150 kg de vanille mûre, vendue sous vide ou sous forme de dérivés, comme de la poudre. Et avant de se quitter, une information concernant le Heiva. En raison de la météo, les prestations des groupes Tamari Veirao, Tamari Tautira et Temava sont à nouveau reportées. Leur passage est désormais reprogrammé à ce mardi 7 juillet à partir de 18h30. Pour ceux qui ont acheté le live sur notre site, votre accès reste bien sûr valable pour mardi. C'est la fin de votre édition. Tout de suite, la première partie de TNTV Reportage Robasson à Anna, suivie de votre émission Au cœur du Heiva. En fin de soirée, vous retrouverez le téléfilm Une demande en mariage à tout prix, puis votre magazine Capital. On se quitte sur les images du groupe de chant Tamari Tiperui au Heiva. Demain, retrouvez Mika Delattre aux commandes du journal. Excellente soirée à tous sur TNTV. À bientôt. Te